La grande édition du journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre rwandais des Affaires étrangères sont arrivés à Goma ce mardi 5 novembre 2024 pour le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour permettre de veiller au respect du cessez-le-feu et de détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux acteurs en présence sous la facilitation angolaise. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a confirmé la tenue des États généraux de la justice pour ce mercredi 6 novembre avec pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le mauvais état de la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central est à la base de énième cas d'accident de circulation qui a coûté la vie à près de 8 personnes à bord d'un camion taf-taf ce mardi 5 novembre. Bonsoir. D'abord, cette information en bref. Fin de l'activité du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour surveiller la situation sécuritaire à l'est de l'RDC, tenu ce mardi 5 novembre à Goma. Le mécanisme est composé de 18 officiers angolais, 3 officiers de liaison congolais et 3 officiers de liaison rwandais. Présent sur le lieu, le ministre angolais des Affaires étrangères, il a déclaré à la fin de cette activité que le Rwanda est toujours engagé pour qu'il y ait la paix, le mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui a été convenu le 4 août et qui doit être respecté. Il a rajouté à cela que le Rwanda est engagé au processus de Luanda. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le FMI, Fonds monétaire international, compte lancer un nouveau programme avec la RDC. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa qui a échangé le lundi 4 novembre avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Regardez. Après l'achèvement de son dernier programme avec le gouvernement congolais en juillet dernier, le Fonds monétaire international compte lancer un nouveau programme avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens qu'il a dépêché une délégation en mission d'itinérance à Kinshasa afin d'échanger avec les autorités politiques congolaises, notamment sur un nouveau programme soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI et un autre pour soutenir la politique de la lutte contre les changements climatiques, conduite par Calixte Aokapo, conseiller au département Afrique, et le chef de mission René Tapsoba, représentant résident du FMI en RDC. Cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le lundi 4 novembre 2024, assisté du président de la commission ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, et de son vice-président, l'honorable Patrice Kitebi. Donc nous sommes venus rendre visite au président de l'Assemblée nationale et à ses équipes pour faire déjà le point sur le programme qui a expiré en juillet dernier et puis les objectifs du nouveau programme et ensuite solliciter son soutien pour aider à la mise en œuvre des nouveaux programmes. Parce que l'Assemblée nationale a un rôle très important à jouer pour la crédibilité du budget, la mise en œuvre du budget, et l'Assemblée y travaille. Donc c'est la question pour nous maintenant, c'est comment est-ce que ces efforts de l'Assemblée nationale peuvent aussi accompagner le programme pour que le programme soit un succès. Le Fonds monétaire international sollicite ainsi l'appui de l'Assemblée nationale pour accompagner la mise en œuvre de son nouveau programme avec le gouvernement congolais, notamment en faisant un suivi particulier de l'exécution des engagements du gouvernement, en faisant le suivi de l'exécution budgétaire conformément aux crédits alloués à chaque secteur, en veillant sur les dépassements budgétaires et la chaîne de la dépense dans l'exécution du budget et en renforçant la transparence et la redevabilité dans les dépenses publiques.
Très attentif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la demande exprimée par le Fonds monétaire international. Vital Kamerhe a non seulement garanti l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement à travers sa mission de contrôle parlementaire et une collaboration permanente entre la commission ECOFIN et les experts du FMI basés à Kinshasa, mais aussi il a sollicité un renforcement des capacités des membres de l'ECOFIN par le Fonds monétaire international. À cette demande, le chef de mission du FMI, Calixte Aokaposip, a annoncé que cette institution financière internationale basée à Washington va envoyer, selon les calendriers fixés par l'Assemblée nationale, ses experts pour faire le renforcement des capacités de la commission ECOFIN. Puis le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Joly Esengekeli, à la tête d'une délégation des parlementaires congolais, a présenté à la République démocratique du Congo, à la séance d'ouverture de la 4e session ordinaire de la 6e législative du Parlement panafricain, tenue en Afrique du Sud le 4 novembre 2024. Images et commentaires. Le Parlement panafricain, dont le siège se trouve à Midran, en Afrique du Sud, a ouvert ses portes ce lundi 4 novembre 2024 à tous les parlementaires venus de 55 États africains membres. En tant qu'organe législatif de l'Union africaine, il réunit les représentants de 55 États qui ont ratifié le protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain. Pour optimiser son fonctionnement, chaque État envoie 5 membres en tenant compte de la majorité et de l'opposition politique au sein du Parlement national ainsi que de la parité. Pour le cas de la RDC, l'honorable professeur Jacques Joly Esengekeli est à la tête d'une forte délégation de l'Assemblée nationale. L'objectif poursuivi par le Parlement panafricain est d'assurer la pleine participation de peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Dans son mot de bienvenue, l'honorable président du Parlement panafricain, Fortuné Charumbira, a remercié ses collègues parlementaires panafricains de leur participation active aux travaux de la 4e session de la 6e législature. Juste après, le bureau du pape, par l'entremise de son président, a accordé la prestation de serment aux nouveaux membres du pape, l'honorable sénateur Ngoïka Sanji de la RDC, à l'instar des autres nouveaux parlementaires panafricains, a prêté serment avant d'exercer comme membre. Il convient de noter que le pape est resté fidèle à ses engagements. Ainsi, il a invité les personnalités de marque pour participer à l'ouverture de la 4e session ordinaire afin de livrer leur message de solidarité. L'occasion a été pour le chef de la délégation de l'Assemblée nationale de la RDC auprès du Parlement panafricain, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly Esengekeli, de faire le point sur le déroulement de cette séance plénière d'ouverture. Des messages, n'est-ce pas, de solidarité de plusieurs personnalités. Il faut notamment souligner ici l'intervention du président de la Commission africaine des droits de l'homme, le professeur René Ngoïloumou, autour du thème central de cette session, à savoir l'éducation, comme axe pour l'accomplissement de l'agenda 2063. Et il a souligné, le professeur Loumou, le travail effectué par le président de la République démocratique du Congo, qui a su mettre en place un principe constitutionnalisé, mais qui souffrait, n'est-ce pas, de non-application, à savoir la gratuité de l'enseignement qui fait de la République démocratique du Congo un modèle au niveau de l'Afrique. Juste après la clôture de la cérémonie d'ouverture officielle, les membres du pape ont été conviés à participer aux différentes réunions tenues par chaque caucus du groupe régional. Et revenons à Kinshasa, séance de travail à la primature le lundi 4 novembre 2024 entre la Première ministre et la délégation de l'Inspection générale des finances, IGF, conduite par l'inspecteur général chef de service Jules Alinguete. Cette réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale en mettant l'accent sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques. Regardez.
La République démocratique du Congo entend franchir un nouveau cap vers la rigueur financière et la transparence dans la gestion de ressources publiques avec la tenue d'une séance de travail stratégique entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et l'inspection générale des finances IGF représentée par son inspecteur général chef des services Jules Alinguete. Organisée à la primature le lundi 4 novembre, cette rencontre avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale, particulièrement dans les domaines des finances publiques et de la gestion des entreprises de l'État. Ce partenariat vise à positionner l'IGF comme un acteur central dans la gouvernance économique du pays. Lors de cette rencontre, il a été également question de souligner l'importance du rôle de l'IGF dans l'optimisation des ressources financières du pays. La réunion a également permis d'aborder le défi lié au projet de loi des finances pour l'exercice 2025, déclaré recevable par l'Assemblée nationale le vendredi 1er novembre 2024. Bon, nous sommes venus voir son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour apporter la contribution de l'Inspection générale des finances à l'action gouvernementale dans les volets finances publiques, gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que l'économie nationale en général. Donc nous avions abordé des questions en rapport avec la mobilisation des recettes, la gestion des établissements et entreprises publiques, ainsi que certains problèmes économiques. Bon, nous avions suivi les débats. Nous, en tant qu'Inspection générale des finances, service d'audit placé auprès de l'exécutif, nous avions vu ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons mener comme action pour que le budget 2025 puisse être une réussite? Et c'est aussi parmi les préoccupations que nous avions partagées avec l'autorité, quelle peut être notre contribution à la bonne exécution du budget de l'exercice 2025, aussi bien du volet rationalisation de la dépense publique que mobilisation des recettes. La rencontre a jeté également des bases d'une nouvelle ère pour les finances publiques en RDC, en alignant l'IGF comme un bras opérationnel dans l'exécution des priorités économiques et budgétaires du gouvernement. La première ministre Judith Suminwa envoie un signal fort quant à la volonté des chefs de l'État de bâtir une économie plus résiliente et orientée vers le bien-être collectif. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. La 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire du Fonds pour l'alimentation et l'agriculture FAO en Afrique centrale s'est ouverte le lundi 4 novembre 2024 à Kinshasa. Cette rencontre réunissant les 9 pays membres de la sous-région se déroule à un moment critique pour l'agroalimentaire en Afrique centrale, appelant à une action urgente et coordonnée face aux défis de la sécurité alimentaire et de la durabilité, allais-je dire, des ressources naturelles. Bijou Mouna nous en dit plus. Tenu sous le thème « Le potentiel de l'écosystème agroalimentaire en Afrique centrale », financement public et privé, marché, recherche, certification, foncier et coûts, cette rencontre annuelle marque un tournant décisif pour l'agriculture en Afrique centrale. Elle vise à établir des stratégies communes pour renforcer la résilience des populations vulnérables, promouvoir les secteurs agroalimentaires et faire de celui-ci un levier de développement régional. Dans son allocution, le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale a souligné l'importance de cette réunion en rappelant que l'Afrique centrale possède des vastes superficies de terres arables et abondantes, et d'abondantes ressources naturelles, constituant un potentiel immense pour l'avenir du développement rural et de la transformation du secteur agroalimentaire. Notre réunion intervient donc à un moment critique qui exige de nous une action urgente et collective. Malgré les nombreux défis qui se posent, je reste optimiste quant aux perspectives que nous attendent. L'Afrique centrale a de grandes superficies de terres arables. Elle bénéficie de ressources naturelles abondantes et surtout d'un écosystème agroalimentaire avec le plus grand potentiel. Ce potentiel incarne notre avenir, l'avenir du développement rural et de la transformation des systèmes agroalimentaires.
Bruno Lemarquis, coordinateur résident du système des Nations Unies en RDC et coordonnateur humanitaire, a quant à lui insisté sur la nécessité de mieux comprendre les causes profondes de l'insécurité alimentaire en RDC et dans la sous-région. La tâche demeure immense et la contradiction persiste entre le potentiel de la RDC et la réalité en matière d'insécurité alimentaire. Il s'agit donc, ensemble et en appui aux autorités nationales, d'agir sur plusieurs fronts. D'abord, mieux comprendre les causes profondes de cette insécurité alimentaire en RDC qui perdure et qui perdure. Quand on comprend mieux les causes profondes, on est plus en mesure de s'y attaquer, car trop souvent, il y a trop d'efforts et trop d'investissements qui sont faits au niveau des symptômes, et agir au niveau des symptômes ne change pas vraiment les choses. Cette rencontre annuelle constitue une plateforme stratégique pour élaborer les solutions concertées dans la sous-région au regard de l'immense potentiel qu'elle regorge. Mesdames et messieurs, le choix de ces assises est d'autant plus stratégique indiqué dans la mesure où la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays de la sous-région, regorge d'un potentiel énorme en termes arables ainsi qu'en ressources fauniques, floristiques, halieutiques et forestières, dont la valorisation et la gestion durable demeurent des enjeux importants pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, mais davantage assurent le développement économique des pays de la sous-région. Cette 17e réunion de l'équipe multidisciplinaire de la FAO pour l'Afrique centrale vise à canaliser les efforts communs en faveur d'une agriculture moderne et résiliente, capable de répondre aux défis posés par la croissance démographique et l'insécurité alimentaire. Organisée chaque année dans les 4 sous-régions du continent, cette plateforme permet aux pays de faire le point sur les réalisations et de concevoir des stratégies de long terme. Et puis, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a confirmé le lundi dernier la tenue des travaux des États généraux de la justice dès ce mercredi 6 novembre jusqu'au 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa au cours d'une conférence de presse qu'il a animée le lundi à son cabinet. Constant Mutamba a fait savoir qu'il faudra attendre de ces assises une nouvelle politique nationale de la justice. Suivez. Les États généraux de la justice se tiendront en RDC du 6 au 13 novembre 2024 sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» C'est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui l'a annoncé le lundi 4 novembre au cours d'une conférence de presse. Constant Mutamba a également indiqué que les questions du fond, notamment sur les réformes de l'appareil judiciaire, seront à l'ordre du jour en vue de trouver des solutions aux problèmes qui rongent la justice congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des États généraux de la justice congolaise, sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Rappelez-vous, le chef de l'État, par plus d'une fois, lors de ses prises de parole en public, il n'a eu de cesse à décrier les dysfonctionnements de notre justice. Justice entendue au sens polysémique. Justice qui va au-delà d'une composante. Le chef de l'État s'est plus d'une fois plaint de la manière dont notre justice était distribuée dans la société. Mais il était question pour son nouveau ministre de la Justice de pouvoir analyser à fond, en synergie avec tous les acteurs de la justice, le pourquoi de ce constat du chef de l'État. Il nous est paru essentiel, urgent, sur base des instructions donc, du magistrat suprême, de pouvoir organiser un cadre d'échange pour faire un diagnostic sérieux, pour faire une autopsie réelle de la situation de l'état de santé de notre justice. À noter que les magistrats et les acteurs de la justice seront parmi les participants à ces assises qui visent à comprendre comment la justice est administrée en République démocratique du Congo.
Et autre lieu, autre secteur, alerté par la carence des vivres à la prison centrale de Munzenze à Goma, dans l'est de la RDC, le gouverneur militaire du Nord Kivu est venu à la rescousse. Il a dépêché le lundi 4 novembre sa conseillère chargée des questions humanitaires pour déposer un lot des vivres constitués des maïs, d'huile végétale, du sucre, du sel et bien d'autres denrées, l'objectif étant de nourrir plus de 4000 prisonniers que compte cette maison carcérale. On écoute la conseillère du gouverneur. Nous avons les haricots, les sels, tomates et nous pensons que pendant ces quelques jours, les prisonniers auront quelque chose à mettre sous la dent. Normalement, il y a une organisation qui existe déjà pour organiser la restauration des prisonniers. Mais comme il a été alerté qu'il n'y a pas à manger, raison pour laquelle il nous a mandatés pour venir déposer ces quelques vivres, afin que ces détenus puissent avoir quelque chose à manger, parce qu'ils sont des personnes comme nous, ils ont des droits. Et en tant que père de tous les enfants, il vient de leur envoyer à manger. Et d'une province à une autre, les miliciens Mobondo ont fait une nouvelle incursion le lundi 4 novembre 2024 au village Kimangunu, situé à 35 km de Kinsele, dans le territoire de Kwamut. Ils ont incendié des maisons et pillé plusieurs biens de la population, selon les sources locales. Les villageois alertés avaient déjà vidé le lieu avant l'arrivée des miliciens et aucun mort n'a été enregistré. Regardez. Des hommes, femmes et enfants s'étaient rendus dans les villages voisins la nuit précédant l'avènement des miliciens. Quand ces derniers sont arrivés sur le lieu, ils n'ont trouvé personne. La population était déjà alertée et ont déploré aucun mort. Ces hors-la-loi ont commencé à piller les biens de la population, allant jusqu'à brûler les maisons. Les habitants de Kimangulu disent qu'ils ne cesseront pas d'alerter le gouvernement sur la dangerosité de cette milice vis-à-vis de la population et que les autorités puissent mettre tout en œuvre pour démanteler ce réseau et de mettre hors d'état de nuire ces assaillants qui sèment la terreur et la désolation dans le territoire de Kwamut. Ils demandent à l'armée d'intensifier les patrouilles pour traquer ces bandits afin que la paix revienne rapidement. Pour rappel, la semaine dernière, le gouvernement de la République a annoncé la capture de 5 miliciens Mobondo et 3 armes récupérées au niveau des fermes d'Oulin et Mbolé au sud-est du village Massiakwa dans le territoire de Kwamut. Dernier virage dans ce journal. 8 morts et plusieurs blessés et le bilan d'un accident causé par un camion de marque Taf-Taf en provenance de Kananga pour Kalambambouji qui s'est renversé ce mardi 5 novembre dans le territoire de Kazumba à 80 km de l'ouest de Kananga. Le mauvais état de la route serait à la base de ce drame malgré la relance des travaux de sa réhabilitation. Commentaire. Oui, c'est l'accident qui s'est... Encore de morts sur la route Kalambambouji. 4 femmes, 3 garçons et 1 enfant sont morts ce mardi 5 novembre à l'aube dans la localité de Mbulambula à 80 km à l'ouest de Kananga en plein territoire de Kazumba. C'est un camion de marque Taf-Taf qui partait de Kananga pour Kalambambouji. Il s'est renversé et 8 corps ont été sortis, témoigne un rescapé qui attribue l'accident au mauvais état de la route. La route Kalambambouji, dite route de l'espoir, destinée à désenclaver le Kasaï central, est au-delà. Et au-delà, le centre du pays connaît de fortunes diverses dans sa construction. Lancé à l'époque du gouverneur Alex Condé et confié au groupement des entreprises chinoises Crexet sous la formule partenariat public-privé, cette route a connu un coup d'arrêt à la suite des événements de Kamwina Sampu en 2017. Les travaux de la route relancés fin 2022 par le président Félix Tshisekedi et confiés à la société Toa Investment n'ont avancé même pas par 1 kilomètre. Finalement, les travaux ont été de nouveau relancés en début de cette année dans le cadre du contrat SICOMI. Il y a encore des gens qui sont décédés. Je rappelle les principaux titres de ce journal avant de nous quitter.
La ministre des Affaires étrangères de la RDC et le ministre rwandais des Affaires étrangères sont arrivés à Goma ce mardi 5 novembre 2024 pour le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour permettre de veiller au respect du cessez-le-feu et de détecter les différentes violations qui pourraient être commises par les deux acteurs en présence sous la facilitation angolaise. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, a confirmé la tenue des États généraux de la justice pour ce mercredi 6 novembre avec pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Le mauvais état de la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central est à la base de énième cas d'accident de circulation qui a coûté la vie à près de 8 personnes à bord d'un camion taf-taf ce mardi 5 novembre. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.